Critical Mecha. Oh, vous êtes là. Bien le bonjour, je me nomme François-Xavier du Perceval, je serai votre guide pour aujourd'hui. Bienvenue sur iRobot ou iRobot, prononcez-le comme vous voulez. Non, rien à voir avec de l'érotisme, mais un subtil jeu de mots. Avec le E transformé en I pour le iRobot d'Asimov et héros d'un super-héros, car pour moi les robots sont mes sortes de super-héros, vous voyez. Batman. Yeah. Are you staying for the party? If I stay, there can be no party. I must be out there in the night, staying vigilant. Wherever a party needs to be saved, I'm there. I am Batman. Or am I? Yes, I am Batman. Ce qui donne iRobot, prononcé à l'anglaise iRobot. Vous le ressentez mon accent Frenchy là? Bon, j'avoue, j'ai pris ce nom car il y a du cul dedans. C'est facile de retenir quand il y a du cul. Pour aujourd'hui, on m'a chargé de vous enseigner l'histoire de la robotique. À vous ignorants. Oui. Bien sûr, je parlerai avec un langage assez complexe, donc les roturiers ne comprendront pas. Je déconne, ou pas. Commençons. Qu'est-ce qu'est un robot? Nous pouvons résumer cela par une machine programmable qui imite les actions d'une créature intelligente. Malgré qu'il y a pas mal de robots à travers l'histoire, l'origine du mot robot fit son apparition que lors du XXe siècle. Il provient de la langue tchèque sous son étymologie ancestrale, robota, qui veut dire un serf, un asservi, en gros un esclave. À vous la voix off. Il fut introduit en anglais d'abord, puis en français par la suite, grâce à une pièce de théâtre jouée en 1921 pour la première fois par l'écrivain tchèque Karel Čapek. Le titre était RUR, les initiales de Robot universel de Rossum. L'intrigue a servi d'inspiration à plusieurs romanciers et même à Asimov et scénaristes de films. En effet, dans RUR, l'industriel Rossum produit dans son atelier des machines Android ayant une remarquable capacité de travail. Robots dactylo, robots majordome et robots ouvriers. Dès le début de la pièce, les machines de Čapek se vendent très bien. Les robots se perfectionnent et apprennent même à penser par eux-mêmes, sans pour autant ressentir d'émotion ou avoir une âme. Ils finissent par se soulever et par prendre le dessus sur leur maître humain. Quant au terme robotique pur et simple, il fit son apparition un peu plus tard, en 1942, dans le cycle mondialement, que dis-je, universellement connu, rédigé par Isaac Asimov, le grand maître de tout, et intitulé Les robots. On peut distinguer et classer trois types de robots, correspondant en quelque sorte à l'évolution de cette espèce. Le premier type de machine, les automates. Ceux-ci sont généralement programmés à l'avance et permettent d'effectuer des actions répétitives. Exemple, les usines. Les petits personnages que vous voyez qui bougent tout seuls lors de scènes aussi festives, des petits lapins ou des lutins, tout ça pour le bonheur des enfants et le malheur des parents, attendre une plante devant les vitrines. Eh bien, ce sont aussi des automates. Le second type de robot correspond à ceux qui sont équipés de capteurs thermiques, photoélectroniques et ultrasons, pour par exemple éviter les obstacles et ou suivre une trajectoire. Les capteurs vont permettre au robot une certaine adaptation de son environnement, afin de prendre en compte des paramètres adéquats. Ces robots sont donc bien plus autonomes que les automates de la première catégorie. Ils possèdent en quelque sorte des sens, le toucher, la vue, l'ouïe. Et enfin, le dernier type de robot existant correspond le mieux à ceux qui se rapprochent le plus de l'homme. En effet, ils disposent d'une intelligence dite artificielle, et se base sur des modèles mathématiques complexes, pour ressembler au mieux au réseau des neurones. En plus de capteurs physiques comme ceux de la deuxième catégorie, ces robots peuvent prendre des décisions beaucoup plus complexes et s'appuient également sur un apprentissage de leurs erreurs, comme peut le faire un être humain, logiquement. Mais de quoi est composé un robot? Du calme, cher inculte, je vais vous les décrire. Les composants de la deuxième génération, ceux munis de capteurs. Un robot est composé de 4 parties principales. La première est la structure mécanique, en gros le squelette ou les muscles d'un robot. Les articulations seront hyper développées avec un débattement important selon l'utilisation de la machine. Le second élément correspond au cerveau moteur qui vont permettre aux moteurs électriques, hydrauliques ou pneumatiques du robot d'effectuer réellement ses actions, jouant ainsi le rôle d'un actionneur final ou intermédiaire dans un asservissement ou un système de régulation. Pour faire simple, j'utiliserai le mot femme. Eh, vous là, vous avez pas fini de dire des conneries aux gens? Je commence à avoir des hallucinations. Qu'est-ce qu'il y a dans ce thé? Wow, je vous parle. Ouais, vous.
Avec votre robe et vos longs cheveux. Moi? Non, non, je parle à ce mec en salopette avec une moustache et qui ressemble à un plombier mexicain sorti d'un jeu japonais mais qui étrangement cause l'anglais. Oh, ok, je pensais que c'était moi. Donc je disais, les femmes. Non mais bien sûr que c'est à vous que je parle, espèce d'homme de Cro-Magnon. On va se calmer tout de suite, hein, et réfléchir sagement à des grandes femmes comme Marie Curie, George Sand, Colette et Simone de Beauvoir, avant de sortir d'autres âneries misogynes. Nom de Dieu, je me transforme en Jeanne d'Arc. Ah bah moi il en connaît une. Que voulez-vous? Quel est votre but? Voix dans ma tête. Je suis la voix de la raison, l'équilibre de toute chose. Bon, même si c'est un petit peu la merde dans le monde en ce moment, je vous l'accorde. Vos propos, vous trouvez pas que c'est un petit peu limite quand même? Et pourquoi donc? Non mais Coco, on est au XXIe siècle, et tout a évolué, y compris la condition de la femme. Tout, sauf l'homme apparemment. Baliverne, toujours avoir le dernier mot. Non, même pas vrai. Cela aussi est misogyne, sexiste, macho. Un peu, même beaucoup, ouais. Autant pour moi. Oublie alors. La troisième partie, composante d'un robot, correspond aux différents capteurs sensoriels qu'il est équipé pour là ou pour les tâches qu'il est voué. Les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût. Et la dernière, le cerveau, la partie commande. C'est cette partie-là qui va permettre au robot d'analyser toutes les données qu'il a reçues des capteurs en envoyant des ordres relatifs au cerveau moteur. On peut l'appeler aussi différemment le microcontrôleur, qui est composé lui-même de 4 parties. Je ne rentrerai pas dans les détails. Imaginez-vous que c'est toutes les parties du cerveau, ce que la femme n'a pas. Wow, ça recommence? Vous êtes quand même sacrément borné comme type. Ok, c'est bon, j'ai compris, la femme est libre, elle porte des pantalons, elle a le droit de voter. Rendez-moi la supériorité masculine. Supériorité masculine? Ah, que nenni. Très cher monsieur, j'espère ne plus devoir intervenir maintenant ou dans le futur, car sinon, ça va chier. Bien, mère, madame, c'est bon, j'ai compris. Vous appelez comment? Allô? Revenons à l'histoire, si vous le voulez bien. Comme j'ai dit précédemment, le mot robot a été créé en 1921, au XXe siècle, mais il y a eu des robots dans toutes les ères de notre humanité. Remontons le temps. En 1400 avant Jésus-Christ, les Babyloniens développent Clepsydra, une horloge qui mesure le temps en utilisant le flux de l'eau, considéré comme un des premiers artefacts robots dans l'histoire. Mais vous allez me dire, quel est le rapport entre ça et ça? Pas grand chose et beaucoup de choses à la fois. Juste le temps les différencie. Dans la mythologie, 8 siècles avant Jésus-Christ, Héphaïstos, le dieu de la technologie chez les Grecs, plus connu sous le nom de Vulcain chez les Romains, fut le premier fabricant de créatures artificielles techniques. En effet, il construit des tables circulaires sur 3 pieds munies de roues. Autonome, elle se rendait seule vers l'Olympe pour y transporter les produits de la forge d'Héphaïstos. Il se créa également 2 servantes en or qui l'assistaient dans ses travaux et elles pouvaient parler et penser. On raconte aussi qu'Ulysse a affronté Talos. Quoi qu'il en soit, il est représenté comme un automate forgé par Héphaïstos lui-même. C'est le gardien de la Crète chargé de faire le tour de l'île 3 fois par jour et de repousser les intrus. Son corps était entièrement en bronze. Il était invincible sauf à un endroit de la cheville. Mais tout ceci reste des légendes. Toujours dans la mythologie, Pygmalion, roi légendaire de Chypre et sculpteur de talent, las de ne pas trouver la beauté chez les femmes qu'il cherche. Il créa une statue d'ivoire dénommée Galatée, image de la perfection esthétique et en tomba amoureux. Sensible à ses supplications, la déesse Aphrodite influa la vie à la statue. Mais Galatée s'affranchit de son créateur. Ça devait pas être facile pour utiliser son instrument pour sculpter. Plusieurs dispositifs sont développés à cette époque. Les engrenages, les cylindres, les pistons, les arbacanes, les leviers, et aussi quelques grands noms d'hommes sont aussi à citer, comme Ctésibios, Héran d'Alexandrie, Philon de Byzance et Archimède. Retenez juste les noms d'Héran d'Alexandrie et Philon de Byzance, qui sont les personnages les plus importants pour leurs recherches sur les automates. Bon, les autres sont aussi importants, mais voilà quoi. En 302 avant Jésus-Christ, le philosophe grec Aristote imagine la grande utilité des robots en écrivant. Si chaque outil, en cas d'ordre ou même de son propre gré, pourrait faire le travail qui lui revient, alors il n'y aurait pas besoin non plus d'apprentis pour les maîtres, ouvriers ou esclaves pour le maître. En clair, il a créé dans son esprit les robots d'aujourd'hui et de demain. Classe, non? Un visionnaire, moi je dis, un visionnaire. Pendant la Renaissance, le premier exemple d'un robot de forme humaine, c'est Léonard de Vinci qui le dessina en 1495. Sous forme de croquis, ce dernier montre un cavalier muni d'une armure qui avait la possibilité de se lever, bouger ses membres, tels que sa tête, ses pieds et ses mains.
Ce plan était probablement inspiré, sûrement de l'homme de Vitruvé. On ne sait pas s'il a tenté de construire ce robot, mais sa conception peut constituer le premier robot humanoïde. Au XVIIe siècle, en 1645, Blaise Pascal, un mathématicien, un physicien, un inventeur, un philosophe, un moraliste, un théologien français. Bien, pas mal le CV, pas mal. Et inventeur de la première machine à calculer. La Pascaline, pour faciliter le travail de son père qui était surintendant de la Haute-Normandie par le cardinal de Richelieu, il devait remettre en ordre les recettes fiscales de cette province. Elle permettait d'additionner et de soustraire deux nombres d'une façon directe et de faire des multiplications et des divisions. Bon, maintenant que mon thé est infusé, je crois qu'on va s'arrêter là sur l'avancée chronologique. Si vous en voulez encore, eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Et comme disent nos cousins lointains, ça y en aura. Toujours dans la mythologie, Pygmalion, roi légendaire et sculpteur de talents. Des talents, moi j'ai un accent canadien, tu vois. Putain.